Pendant des siècles, les mariages consanguins ont été une pratique courante dans les familles royales. Ces unions, loin d'être le fruit du hasard, étaient souvent motivées pour des raisons politiques. En s'associant entre membres d'une même famille, les dynasties cherchaient à consolider leur territoire, à renforcer leur influence et à préserver ce qu'ils percevaient comme la pureté de leur lignée. Mais ces choix avaient un coût, et au fil des générations, les effets néfastes de la consanguinité ont commencé à se manifester sous forme de maladies génétiques, de fragilité physique et de troubles mentaux, affaiblissant certaines des familles les plus puissantes d'Europe. Retour aujourd'hui sur l'histoire de ces dynasties. Nous verrons comment et pourquoi l'inceste s'est imposé dans les cours royales. Nous tâcherons également de comprendre les conséquences de cette pratique sur la santé et le pouvoir de ceux qui, malgré tout, continuaient à gouverner. Les mariages consanguins étaient très courants dans les cours royales européennes pendant des siècles. Et cette pratique, qui peut sembler étrange aujourd'hui, avait des raisons politiques, sociales et culturelles bien spécifiques. Pour comprendre cette tendance, il est crucial de saisir les mécanismes de pouvoir en jeu au sein des familles royales de l'époque, leur quête de stabilité et de légitimité, ainsi que les idéologies qui façonnaient leur vision du monde. Le mariage royal n'était pas simplement une question d'alliance amoureuse ou personnelle, il s'agissait avant tout d'un outil de stratégie politique permettant aux souverains de consolider leur pouvoir, d'accroître leur influence et de protéger leur territoire. Les familles royales devaient sans cesse faire face à des pressions politiques car leur pouvoir était souvent contesté, que ce soit par d'autres dynasties, par des factions internes ou encore par des seigneurs ou nobles ambitieux qui voyaient une opportunité de gagner en influence. Dans ce contexte, le mariage consanguin se présentait comme un moyen efficace de préserver l'intégrité du pouvoir au sein de la même famille. En choisissant de marier leurs enfants entre cousins ou proches parents, les rois et reines pouvaient garder le contrôle direct sur les terres, les titres et les richesses sans risquer de voir une partie de leur patrimoine tomber entre les mains d'autres familles ou lignées rivales. Ce choix avait donc une logique territoriale. Il s'agissait de s'assurer que les domaines et les trônes restaient entre les mains des héritiers directs. Outre la dimension de maintien du pouvoir, il y avait également la question des alliances entre les familles royales qui régnaient sur différentes régions d'Europe. Les mariages entre membres de la famille permettaient de créer une toile d'alliance resserrée, difficile à infiltrer par des ennemis extérieurs. Dans de nombreux cas, les souverains pensaient qu'en mariant leurs enfants à des membres de leur propre famille, ils se protégeaient des influences étrangères et se prémunissaient contre d'éventuelles tentatives de coup d'État orchestrées par des familles concurrentes. Les alliances par consanguinité agissaient comme une sorte de bouclier, créant un cercle fermé où la loyauté familiale pouvait être davantage garantie, du moins en théorie. La religion et les lois royales ont également joué un rôle central dans la prévalence des mariages consanguins. Dans les cours royales européennes, les mariages étaient soumis à des lois strictes et l'Église avait un droit de regard sur les unions matrimoniales des monarques. Cependant, malgré la position de l'Église contre l'inceste et les unions trop proches, elle faisait parfois des exceptions, permettant aux familles royales de se marier entre elles par le biais de dérogations papales. Ces exceptions étaient souvent accordées en fonction de considérations politiques ou diplomatiques. L'Église elle-même avait un intérêt dans le maintien de l'ordre social et politique. Elle comprenait l'importance de la stabilité des royaumes européens. En outre, l'Église était étroitement liée à certaines de ces familles royales et pouvait trouver un intérêt à soutenir des alliances consanguines qui renforçaient une dynastie avec laquelle elle entretenait de bonnes relations. De plus, dans certains royaumes, il existait des lois interdisant les mariages avec des familles non nobles ou étrangères. Ces lois avaient pour but de préserver ce que l'on appelait le sang noble, un concept qui était au cœur de la société médiévale et qui influençait fortement les choix matrimoniaux. Le concept de sang noble revêtait une importance presque mystique dans les cours royales. Les membres de la royauté et de la noblesse considéraient qu'ils possédaient une essence différente, supérieure à celle du reste de la population. Le mariage consanguin était perçu comme un moyen de protéger cette essence noble et de prévenir sa dilution. Pour eux, le fait de mêler le sang royal à celui de familles de rang inférieur
était inconcevable, car cela aurait pu affaiblir la légitimité de leur descendance et remettre en question leur droit divin à gouverner. En effet, à cette époque, les monarques se présentaient souvent comme des élus de Dieu, choisis pour diriger le peuple, et ce droit divin était renforcé par l'idée que leur lignée avait une origine sacrée et distincte. Le mariage consanguin devenait donc une façon de préserver cette supériorité perçue et de perpétuer l'idée de sang pur dans les dynasties européennes. L'idée de dilution des lignées royales était une peur très répandue. Les rois et reines, influencés par des conseillers et des astrologues, étaient obsédés par l'idée de pureté de leur lignée et de la continuité de leur dynastie. Ils croyaient que le mariage avec des personnes extérieures et surtout non royales affaiblirait la lignée et mettrait en péril la stabilité du royaume. De fait, l'endogamie devenait une assurance pour la préservation de leur statut et de leur position au sommet de la hiérarchie sociale. Ils pensaient que les membres de leur propre famille, ayant été élevés dans la même culture et la même idéologie, seraient plus enclins à préserver les traditions et à défendre les intérêts de la dynastie. Cette croyance, si elle avait pour but de renforcer l'autorité de la lignée, ignorait cependant les effets néfastes d'une telle consanguinité répétée sur la santé physique et mentale des générations futures. Et pour cause, les dangers biologiques de cette pratique n'étaient pas connus à l'époque. Aujourd'hui, nous savons que la consanguinité accroît le risque de transmission de maladies génétiques récessives, car les membres de la même famille ont davantage de chances de partager les mêmes mutations génétiques. Cependant, ces connaissances étaient bien au-delà des moyens de compréhension de l'époque médiévale et même de la Renaissance. Les familles royales ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants pouvaient naître faibles, malades et avec des troubles physiques et mentaux. Certaines dynasties en payèrent le prix fort. Néanmoins, malgré les observations des conséquences néfastes de ces pratiques, l'impératif politique et la crainte de la dilution des lignées restaient prédominants, et l'inceste continuait d'être pratiqué dans les familles royales jusqu'à des périodes assez récentes de l'histoire. L'impact biologique de la consanguinité dans les dynasties royales européennes est un sujet fascinant et tragique qui met en lumière les effets cumulatifs de générations de mariages entre proches parents. Ce choix, dicté par des impératifs politiques et sociaux, a entraîné des conséquences importantes sur la santé des descendants. La consanguinité accroît les risques de transmission de maladies génétiques récessives car elle favorise la rencontre de deux copies du même gène porteur de mutations transmis par chacun des parents. Dans les familles royales où les mariages entre cousins et oncles avec nièces étaient fréquents, ces risques étaient exacerbés. Les unions entre membres de la même famille augmentaient la probabilité que les enfants héritent de troubles génétiques, souvent graves, qui pouvaient toucher leur développement physique, mental ou même leur espérance de vie. Cette dégradation génétique, un phénomène où les conséquences des mariages consanguins se cumulent de génération en génération, était bien observé parmi de nombreuses dynasties royales qui adoptaient les mêmes pratiques. Les maladies génétiques observées dans les familles royales européennes sont souvent le résultat de ce que l'on appelle la dérive génétique. Ce concept en génétique des populations décrit les changements aléatoires dans la fréquence des gènes au sein d'une population limitée. Dans les familles royales où le nombre de parents potentiels est réduit par la pratique du mariage consanguin, certains gènes rares, y compris ceux qui provoquent des maladies, peuvent devenir plus fréquents simplement en raison de la répétition de mariages entre individus apparentés. Par exemple, l'hémophilie, un trouble de la coagulation sanguine, est une maladie qui est devenue tristement célèbre dans les dynasties royales européennes, en particulier au sein de la famille royale russe des Romanov. La reine Victoria d'Angleterre est souvent citée comme la porteuse initiale de l'hémophilie dans les lignées royales européennes modernes, car elle a transmis le gène récessif de cette maladie à plusieurs de ses descendants, dont le tsarevitch Alexis, héritier de Nicolas II de Russie. Ce jeune garçon atteint d'hémophilie sévère devint rapidement vulnérable aux moindres blessures qui pouvaient mettre sa vie en danger. L'incapacité de son corps à produire des caillots sanguins et à guérir normalement des plaies a eu un impact significatif sur la famille et la maladie a contribué, de manière indirecte certes, au bouleversement politique que la Russie a connu à cette époque. D'autres troubles associés à la consanguinité dans les familles royales incluent des malformations et des anomalies de croissance qui affectaient l'apparence physique et la robustesse des individus. En plus des caractéristiques faciales, les descendants consanguins présentaient souvent des signes de rachitisme, une condition
qui peut être exacerbée par des facteurs génétiques. La consanguinité répétée renforçait la fragilité physique de certains membres royaux qui souffraient d'une santé constamment défaillante, même lorsqu'ils recevaient les meilleurs soins médicaux de leur époque. L'endogamie produisait aussi des effets moins visibles, mais tout aussi dévastateurs, en affaiblissant le système immunitaire des descendants. En mariant leurs enfants entre eux, les familles royales augmentaient la probabilité que des gènes défavorables se retrouvent en double chez les descendants, ce qui pouvait affaiblir leur résistance aux maladies. Dans certaines familles royales, on constate des taux de mortalité infantile élevés, souvent liés à des infections que leur système immunitaire affaibli ne pouvait combattre efficacement. Ce phénomène rendait les dynasties extrêmement vulnérables, surtout à une époque où des épidémies ravageaient régulièrement la population européenne. La maladie de la porphyrie, par exemple, est un autre trouble qui a été attribué à la consanguinité dans certaines lignées royales européennes, notamment chez les familles royales britanniques. Cette maladie rare du métabolisme cause de nombreux symptômes, dont une sensibilité à la lumière, des douleurs abdominales sévères et des troubles psychiatriques. Elle est parfois citée comme l'une des causes potentielles des crises de folie du roi George III d'Angleterre. Enfin, la consanguinité rendait la succession dynastique plus fragile, car les héritiers directs étaient souvent les seuls à pouvoir prétendre au trône. Si un enfant né de ces unions consanguines se révélait faible ou malade, la lignée royale risquait de perdre son pouvoir, car il n'y avait souvent pas d'autres candidats en bonne santé pour reprendre la succession. Cela fragilisait politiquement les dynasties, car l'incapacité à produire un héritier robuste ou en bonne santé pouvait encourager les factions rivales à contester le trône ou à tenter des coups d'État. Les familles royales, bien qu'elles aient parfois pris conscience des effets délétères de la consanguinité, étaient souvent prises au piège de cette pratique par leurs propres croyances et par les attentes de la société de l'époque. La dynastie des Habsbourg d'Espagne est sans doute l'exemple le plus emblématique des conséquences dramatiques de la consanguinité dans les lignées royales européennes. Famille influente et puissante pendant des siècles, les Habsbourg ont régné sur des territoires allant de l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par une grande partie du Saint-Empire romain germanique et des régions italiennes. Leur objectif de maintenir le pouvoir et la cohésion de leur empire les a conduits à pratiquer des mariages consanguins extrêmes. En effet, par peur de diluer leur lignée et pour éviter la fragmentation de leurs possessions, ils ont mis en place une stratégie de mariage entre membres de leur propre famille, souvent entre cousins germains, oncles et nièces, voire entre neveux et tantes. Cette pratique de consanguinité répétée sur plusieurs générations a fini par produire des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale des Habsbourg, affectant particulièrement leur dernier roi, Charles II d'Espagne. Justement, Charles II d'Espagne, surnommé l'ensorcelé en raison de ses nombreuses maladies et de son apparence étrange, est l'un des cas les plus frappants d'impact de la consanguinité chez les Habsbourg. Né en 1661, Charles est le résultat de plusieurs générations de mariages consanguins intensifs. Son arbre généalogique montre à quel point les unions entre proches parents avaient réduit la diversité génétique de sa famille. En fait, il est estimé que Charles avait un coefficient de consanguinité de 0,25, un chiffre comparable à celui de l'enfant d'une union entre frères et sœurs. Cette extrême consanguinité augmentait considérablement les risques pour Charles d'hériter de gènes récessifs défectueux déjà présents dans la lignée depuis des générations. Charles II n'a jamais été en bonne santé. Dès sa naissance, il souffrait de nombreux problèmes physiques qui l'empêchaient de mener une vie normale. Il était atteint de ce que l'on appelle le prognatisme des Habsbourg, une mâchoire inférieure proéminente qui rendait la mastication difficile et lui donnait une apparence caractéristique. Ce prognatisme était si prononcé chez Charles qu'il avait du mal à manger et à parler correctement, et il est même rapporté que sa langue était constamment enflée et qu'il salivait abondamment. Ce trait distinctif des Habsbourg, qui avait déjà été visible chez d'autres membres de la famille, comme Philippe IV ou Maximilien II, était le résultat de la transmission de gènes communs amplifiés par la répétition des mariages consanguins. Au-delà de cette mâchoire proéminente, Charles II était également extrêmement frêle et souffrait d'une multitude de problèmes de santé. Il était de faible constitution, régulièrement malade et incapable de marcher seul avant l'âge de 4 ans. Plus tard, sa croissance resta limitée et il ne développa jamais une stature, ni même une force physique comparable à celle des autres membres de la royauté européenne de son époque.
Sur le plan mental, la situation de Charles était tout aussi préoccupante. Il souffrait de troubles cognitifs et de difficultés d'apprentissage, ce qui le rendait incapable de gouverner de manière efficace. Il avait une intelligence limitée, ce qui affectait sa capacité à prendre des décisions et à comprendre les enjeux politiques. Son incapacité à s'occuper des affaires du royaume a forcé ses conseillers et sa famille à gouverner à sa place. De plus, Charles II souffrait de crises d'épilepsie et de convulsions, des symptômes qui étaient probablement aggravés par la consanguinité. Les médecins de l'époque, incapables de comprendre la nature génétique de ces maladies, attribuaient son état à des malédictions ou à des influences démoniaques, d'où son surnom de l'ensorcelé. Ses contemporains pensaient en effet qu'il avait été ensorcelé ou victime d'un maléfice, car il ne pouvait expliquer rationnellement la faiblesse physique et mentale qui caractérisait ce dernier roi des Habsbourg d'Espagne. L'incapacité de Charles II à concevoir un héritier fut l'un des problèmes les plus graves pour la dynastie. Bien qu'il se soit marié 2 fois, d'abord avec Marie-Louise d'Orléans, puis avec Marie-Anne de Neubourg, il n'a jamais eu d'enfant, ce qui a causé une crise de succession. Ce manque d'héritier est en partie attribué à son état de santé général, mais aussi aux conséquences biologiques de la consanguinité qui avait affecté sa fertilité. Cette situation plongea l'Espagne dans une période d'instabilité, car sans descendant direct, la couronne espagnole se retrouva au cœur des convoitises de plusieurs puissances européennes, menant finalement à la guerre de succession d'Espagne après la mort de Charles en 1700. L'histoire de Charles II et des Habsbourg est parsemée d'anecdotes qui illustrent la dégénérescence génétique due à la consanguinité. Par exemple, son apparence physique étrange et sa personnalité fragile ont inspiré de nombreuses rumeurs et histoires. On raconte qu'il ne pouvait rester debout pendant de longues périodes et que sa démarche était maladroite à cause de sa faiblesse musculaire. Sa santé mentale, tout comme sa santé physique, le rendait vulnérable et certains de ses contemporains affirmaient même qu'il n'avait pas la capacité intellectuelle nécessaire pour comprendre les enjeux de son règne. La consanguinité avait si profondément marqué la lignée que même l'apparence des membres de la famille Habsbourg, comme Charles II, était devenue un objet de curiosité pour les observateurs étrangers. Certains voyageurs rapportaient que la famille royale espagnole avait un visage typiquement habsbourgeois, avec des traits déformés, et que cela renforçait l'idée que la consanguinité entraînait une dégénérescence de la lignée. D'autres membres de la famille Habsbourg avaient également subi les effets dévastateurs de l'endogamie. Philippe IV d'Espagne, le père de Charles II, souffrait également de problèmes de santé, qui, bien qu'ils soient moins prononcés, montraient déjà des signes de fragilité dus à la consanguinité. Son frère, l'infant Ferdinand, était également connu pour sa faible constitution et ses crises de maladie, tout comme plusieurs membres de la branche autrichienne des Habsbourg, qui souffraient de diverses formes de maladies génétiques. Ces signes de dégradation physique et mentale dans la lignée des Habsbourg étaient un secret de polichinelle dans les cours européennes, et la situation de Charles II ne faisait que renforcer les rumeurs concernant les conséquences de la consanguinité dans la famille. Malgré ces signes évidents de dégénérescence, les Habsbourg ont continué à pratiquer des mariages consanguins jusqu'à la fin de la lignée en Espagne. Cette obstination à maintenir le pouvoir au sein d'un cercle familial étroit, par peur de voir leur influence diminuer, montre à quel point les dynasties royales étaient prêtes à sacrifier la santé de leurs membres pour des raisons politiques. La mort de Charles II, sans héritier direct, mit fin à la dynastie des Habsbourg d'Espagne et symbolisa la faillite d'une stratégie de pouvoir qui avait ignoré les conséquences biologiques de l'endogamie. La consanguinité au sein de la famille des Bourbons, l'une des plus anciennes et influentes familles royales d'Europe, est un sujet fascinant qui révèle des dynamiques politiques et sociales complexes. Dans un effort pour préserver leur lignée, les Bourbons ont souvent pratiqué des mariages endogames, c'est-à-dire entre membres proches de la famille. Une pratique qui fut courante dans les familles royales européennes pour maintenir l'unité et la pureté dynastique. Cette tendance à la consanguinité, si courante qu'elle se transforma presque en norme, eut cependant des répercussions importantes sur la santé des descendants et contribua parfois à des troubles mentaux et physiques. Parmi les Bourbons, plusieurs souverains ont montré des signes de dégénérescence qui peuvent être reliés à la consanguinité, ce qui eut des effets dramatiques sur la stabilité de la dynastie et les intrigues de cour. Certains membres de la lignée bourbonienne furent marqués par cette tendance à la consanguinité et en montrèrent les effets dans divers degrés de déficience mentale et physique.
C'est le cas notamment de Louis II de Bourbon-Condé, surnommé le Grand Condé. Bien qu'ayant été un chef militaire brillant, il fut réputé pour son caractère violent et imprévisible. Sa santé mentale fragile et ses sautes d'humeur étaient peut-être exacerbées par la consanguinité au sein de sa famille. Son comportement erratique alimenta des querelles au sein de la cour, et bien qu'il soit resté loyal au roi Louis XIV, il mena plusieurs révoltes qui déstabilisèrent temporairement le royaume. La suspicion grandissait autour des membres de cette noblesse consanguine, leur excentricité et faiblesse faisaient craindre qu'ils ne soient pas aptes à gouverner. Le roi Louis XIV lui-même, bien qu'il ne fût pas atteint de troubles mentaux visibles, encouragea la consanguinité en épousant Marie-Thérèse d'Autriche, une Habsbourg, perpétuant ainsi la consanguinité qui marquait les lignées européennes. Leurs descendants furent touchés par des faiblesses génétiques, notamment leur fils, le grand dauphin, qui ne montra jamais la même vivacité d'esprit que son père et dont la santé fragile inquiéta la cour. La cour de Versailles, justement, qui fonctionnait presque comme un microcosme de la haute noblesse européenne, reflétait l'anxiété générale liée à la consanguinité. Les courtisans murmuraient à voix basse sur la santé des héritiers et l'impact que cela pouvait avoir sur la stabilité du trône. Plus tard, Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, manifesta également certains traits d'instabilité et de dépression, bien que son règne soit marqué par d'autres préoccupations politiques. Cependant, c'est avec Louis XVI, petit-fils de Louis XV, que les conséquences de la consanguinité et de l'isolement familial commencèrent à se faire sentir de manière plus criante. Louis XVI était connu pour sa timidité excessive et son indécision, des traits qui auraient pu être accentués par une généalogie marquée par le manque de diversité génétique. Le roi peinait à s'imposer et malgré les tensions sociales croissantes en France, il était souvent incapable de prendre des décisions fermes, ce qui le fit apparaître faible et inadéquat aux yeux de son peuple. Ce manque d'autorité, accentué à une personnalité peu affirmée, joua un rôle non négligeable dans la chute de la monarchie lors de la Révolution française. Les intrigues de la cour bourbonienne, autour de ces rois parfois affaiblis par la consanguinité, étaient nombreuses. Des factions nobles rivalisaient pour obtenir des faveurs et pour influencer les décisions des souverains. Le problème de la succession était particulièrement délicat, car l'état de santé des rois soulevait des craintes quant à la stabilité de la dynastie. Lorsque l'héritier présumé n'était pas en bonne santé ou montrait des signes de déficience, l'incertitude régnait et les courtisans cherchaient à s'allier aux candidats ayant le plus de chances de régner, même si cela signifiait s'engager dans des complots. Ainsi, les conséquences de la consanguinité chez les Bourbons ne se limitèrent pas à des troubles physiques et mentaux. Elles eurent également des répercussions sur la politique et la stabilité de la monarchie. En effet, les rois et héritiers affectés par des faiblesses génétiques se retrouvaient souvent dépossédés de leur pouvoir réel par des conseillers et des courtisans avides d'influence, qui profitaient de la vulnérabilité des souverains pour faire avancer leurs propres intérêts. La cour se transformait alors en un véritable théâtre de manipulation où chacun cherchait à tirer profit de la faiblesse du roi ou de l'héritier présumé. Une anecdote révélatrice est celle de Philippe V d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, qui monta sur le trône espagnol après la guerre de succession. Philippe V montrait des signes de troubles mentaux, souffrant de crises de mélancolie, voire de dépression sévère, et se repliait parfois dans des comportements étranges et irrationnels. Ces troubles devinrent si envahissants qu'il abdiqua brièvement en faveur de son fils, avant de revenir sur sa décision et de reprendre le trône. Sa santé mentale fragile encouragea l'instabilité politique et il fut largement manipulé par sa seconde épouse, la reine Élisabeth Farnèse, qui tenta de contrôler les affaires du royaume. Tout son règne, les intrigues de cour s'intensifièrent et avec un roi à la santé mentale vacillante, les courtisans s'affrontaient sans cesse pour obtenir des positions privilégiées. Cela affaiblit considérablement l'autorité de la couronne espagnole et l'Espagne perdit son statut de puissance dominante en Europe. Au-delà des troubles mentaux et physiques, la consanguinité accentua aussi la peur de l'extinction de la lignée. La mortalité infantile parmi les enfants royaux était élevée et beaucoup d'héritiers ne survécurent pas jusqu'à l'âge adulte, ce qui fragilisait la pérennité dynastique. Louis XIV, par exemple, vit tous ses enfants légitimes mourir avant lui, sauf son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, qui accéda au trône en bas âge, suscitant des craintes quant à la stabilité du royaume en raison de sa jeunesse et de son manque d'expérience. Cela créa une situation où les régences devenaient fréquentes, ouvrant des périodes d'instabilité où les différents partis de cour cherchaient à imposer leur influence sur le jeune roi.
L'obsession de la pureté dynastique et le manque de sang neuf affaiblirent progressivement la maison des Bourbons, car la consanguinité réduisait la diversité génétique nécessaire pour un héritage sain. Les médecins de l'époque, bien que conscients des problèmes engendrés par ces pratiques, étaient limités par les conventions sociales et politiques. Il leur était difficile de suggérer des alliances extérieures. Pourtant, certains conseillers éclairés finirent par insister sur l'importance de nouvelles alliances avec des familles extérieures pour assurer une descendance moins vulnérable aux maladies héréditaires. Malheureusement, ces tentatives furent trop souvent tardives ou insuffisantes pour compenser les siècles de mariages consanguins. La dynastie des Plantagenets, qui régna sur l'Angleterre du milieu du XIIe siècle à la fin du XIVe siècle, incarne une période tumultueuse marquée par des guerres intestines, des querelles familiales incessantes et des rivalités féroces pour le pouvoir. Cette famille, originaire de l'Anjou en France, devint une des plus puissantes d'Europe en contrôlant à la fois le royaume d'Angleterre et de vastes territoires en France, ce qu'on nomme l'Empire plantagenet. Cependant, cet immense pouvoir territorial et l'ambition sans limite des membres de la famille Plantagenet furent également source de conflits dramatiques. Des mariages consanguins et des alliances familiales douteuses vinrent exacerber les tensions au sein de la dynastie, contribuant à l'instabilité politique qui allait secouer l'Angleterre pendant des siècles. Le fondateur de la dynastie, Henri II, inaugura une longue série de conflits familiaux avec ses propres fils. Marié à Aliénor d'Aquitaine, une femme aussi ambitieuse qu'influente, Henri II forma une alliance extrêmement puissante. Toutefois, leurs enfants furent en grande partie élevés dans une atmosphère de rivalité, encouragée par les ambitions d'Aliénor et la méfiance qu'Henri II nourrissait à l'égard de ses héritiers. Leurs fils, notamment Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, se disputèrent le pouvoir avec une violence rarement vue auparavant, en grande partie en raison de leurs liens familiaux complexes et de l'importance donnée à la légitimité des lignées. Aliénor elle-même, en tant que mère, joua un rôle crucial en soutenant certains de ses fils contre leur propre père, contribuant ainsi à l'escalade des tensions. Richard Cœur de Lion, réputé pour sa bravoure, et Jean Santerre, plus connu pour sa cruauté et ses échecs, illustrent bien comment l'inceste et la consanguinité au sein des Plantagenets amplifièrent les rivalités. Henri II encouragea ses fils à prendre des épouses issues de lignées royales pour renforcer les alliances et maintenir le pouvoir dans un cercle de sang royal. Cela eut pour effet d'intensifier la consanguinité dans la lignée, créant des liens familiaux complexes et des ambitions concurrentes. Richard, en tant qu'aîné, bénéficiait du soutien de sa mère et de la noblesse d'Aquitaine, tandis que Jean, plus jeune et moins apprécié, chercha constamment à usurper l'autorité de son frère, même au prix de trahison et de complots. Ces querelles familiales dégénérèrent souvent en révoltes ouvertes, notamment lorsque Richard et ses frères se liguèrent contre leur père pour s'assurer des territoires et des titres. Les Plantagenets établirent une tradition de mariage consanguin pour préserver leur patrimoine. Ce qui était vu comme un moyen de renforcer les alliances familiales devint rapidement une source d'instabilité interne, les cousins et frères cherchant à asseoir leur domination. L'un des exemples les plus tristement célèbres de cette consanguinité est celui d'Édouard II, arrière-petit-fils d'Henri II, dont les choix en matière de succession et de favoritisme provoquèrent des conflits meurtriers. Édouard II, connu pour ses relations controversées avec ses favoris, notamment Pierre Gaveston, s'attira la colère de son épouse Isabelle de France, elle-même issue d'une lignée consanguine avec les Capétiens. Ce mariage arrangé entre proches parents n'empêcha pas les querelles. Isabelle fomenta un complot avec Roger Mortimer, un noble anglais, pour renverser son propre mari. Édouard II fut finalement capturé et assassiné dans des circonstances macabres, résultat de l'instabilité et des rivalités exacerbées par les liens de consanguinité entre les grandes familles royales d'Angleterre et de France. Un autre épisode dramatique dans l'histoire des Plantagenets, lié à la consanguinité et aux rivalités familiales, est celui de la guerre de Cent Ans. Cette guerre opposa la lignée des Plantagenets aux Capétiens pour le trône de France, un conflit déclenché par la mort de Charles IV de France, qui laissa le trône sans héritier direct. Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France, revendiqua alors le trône de France, appuyant sa légitimité sur ses liens de sang avec la dynastie capétienne. Cependant, sa revendication fut rejetée par les Français, ce qui marqua le début de la guerre de Cent Ans. Les liens de consanguinité
entre les Capétiens et les Plantagenets, censés stabiliser les relations franco-anglaises, devinrent le point de départ de l'un des conflits les plus longs et dévastateurs de l'histoire médiévale. Cette guerre fragilisa considérablement le royaume d'Angleterre, laissant des régions dévastées et créant un vide de pouvoir qui renforça les ambitions de différentes factions au sein de la cour. En effet, les effets de la consanguinité sur la stabilité politique des Plantagenets se font également sentir dans la montée de la guerre des Deux Roses, un autre conflit majeur qui trouve ses racines dans les liens consanguins de la famille. Au XVe siècle, après plusieurs générations de mariages endogames, les branches de la famille royale d'Angleterre se scindèrent en deux factions, les Lancastre et les York. Ces deux branches issues des Plantagenets revendiquaient toutes deux le trône, arguant chacune de la légitimité de leur lignée. La guerre civile qui s'ensuivit opposa des membres de la même famille dans une lutte de pouvoir sans merci, chacun voyant dans sa proximité de sang avec la lignée royale un droit naturel à la couronne. Les guerres des Deux Roses plongèrent l'Angleterre dans le chaos pendant plusieurs décennies, affaiblissant le royaume et laissant des nobles décimés. Les anecdotes abondent sur les intrigues de cour et les trahisons familiales qui jalonnèrent l'histoire des Plantagenets. L'un des épisodes les plus notoires est sans doute la mort de Richard II, dernier roi de la lignée Plantagenet. Écarté du trône par son cousin, Henry Bolingbroke, Richard II fut emprisonné et mourut dans des conditions suspectes. Là encore, les tensions familiales et la consanguinité avaient favorisé un climat de méfiance et de trahison, où même les liens de sang ne suffisaient plus à garantir la loyauté. Ces rivalités internes, exacerbées par les mariages consanguins et les alliances familiales complexes, finirent par affaiblir irrémédiablement la dynastie, ouvrant la voie à la montée de la maison des Tudors, qui prit le pouvoir à la fin de la guerre des Deux Roses. La dynastie des Valois, qui régna sur la France de 1328 à 1589, fut marquée par une succession d'événements dramatiques entre guerres de succession, luttes fratricides et alliances matrimoniales douteuses. Pour préserver leur pouvoir et leur lignée, les Valois adoptèrent fréquemment des stratégies de mariage consanguin, une pratique qui accentua les rivalités internes et provoqua des effets délétères sur la santé physique et mentale de certains de ses membres. Ces liens familiaux, renforcés par la consanguinité, censés stabiliser le royaume et unir la noblesse, engendrèrent une instabilité croissante qui allait secouer la France pendant plusieurs décennies. Des épisodes de violence, de trahison et de superstition entourèrent certains souverains héritiers de cette lignée complexe, ce qui eut des conséquences décisives sur le destin de la dynastie et de la France. Au XIVe siècle, la mort du dernier Capétien direct, sans héritier masculin, créa une crise de succession majeure. C'est Philippe VI, premier roi de la maison des Valois, qui s'empara du trône en raison de sa parenté avec les Capétiens, en étant neveu de Philippe le Bel. Dès lors, les Valois, pour assurer leur légitimité face aux contestations, surtout des souverains anglais qui revendiquaient également le trône de France, optèrent pour une politique de mariage consanguin afin de préserver la pureté de leur lignage. Cependant, cette stratégie engendra des problèmes importants à mesure que les générations se succédaient. La consanguinité renforçait les liens de sang, mais fragilisait la santé des héritiers et exacerbait les rivalités entre les factions de la cour, chacun cherchant à tirer profit de la proximité avec le pouvoir. L'un des exemples les plus marquants des effets de cette consanguinité est celui de Charles VI, surnommé Charles le Fou, qui régna de 1380 à 1422. Fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon, sa famille proche était marquée par la consanguinité. Sa mère, issue d'une union étroite entre les Bourbons et les Valois, lui transmit probablement une prédisposition génétique à la folie, une condition qui allait profondément affecter son règne. Dès l'âge de 24 ans, Charles VI commença à montrer des signes de troubles mentaux graves. Il fut sujet à des épisodes de paranoïa, croyant parfois être fait de verre et craignant de se briser en morceaux. Ces crises, qui le rendaient imprévisible et incapable de gouverner, laissèrent le royaume sous l'influence de ses oncles et de divers conseillers qui en profitèrent pour asseoir leur propre pouvoir. Ces luttes de pouvoir, justement, entre factions rivales, exacerbées par l'instabilité mentale du roi, plongèrent le royaume dans un chaos politique qui affaiblit considérablement l'autorité de la couronne. Les frères et cousins de Charles VI, cherchant à tirer avantage de sa folie, s'engagèrent dans une lutte acharnée pour le contrôle du pouvoir. Ce conflit devint l'une des causes de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, deux factions puissantes qui se disputaient l'influence sur le roi et le royaume. Les Armagnacs, menés par le duc d'Orléans, frère de Charles VI, et les Bourguignons, dirigés par le duc de Bourgogne,
cousins du roi, engagèrent une lutte fratricide qui divisa la noblesse française. La consanguinité dans la famille des Valois, qui liait entre eux les membres de ces deux factions, accentua les haines et les rivalités. Chacun des camps revendiquait une légitimité de sang pour contrôler le roi. Cette guerre civile plongea la France dans une période de violence et de désordre qui affaiblit durablement le pays, permettant aux Anglais de relancer leurs ambitions sur le trône français et d'aggraver la guerre de Cent Ans. Les mariages consanguins des Valois affectèrent également la succession au trône. Charles VI, avec son état mental fragile, laissa le royaume dans une situation incertaine, aggravée par le fait que son fils, le futur Charles VII, dut fuir la capitale pendant que les Anglais occupaient Paris et soutenaient un prétendant concurrent. Cette instabilité poussa le jeune dauphin Charles, hanté par la folie de son père et sous l'influence des prophéties et des superstitions de l'époque, à se tourner vers Jeanne d'Arc, une jeune paysanne qui prétendait avoir reçu des messages divins l'appelant à libérer la France. La figure de Jeanne, presque mystique, apporta au dauphin un espoir de rédemption pour sa lignée. Cette confiance dans une envoyée de Dieu révélait à quel point les Valois, affaiblis par leur propre consanguinité et les échecs militaires, se retrouvaient influencés par les croyances et les superstitions populaires, cherchant à se défaire d'une malédiction perçue. Plus tard, les Valois continuèrent cette tradition des mariages intrafamiliaux, espérant consolider leur pouvoir et éviter des querelles de succession. Sous le royaume d'Henri II, la consanguinité contribua également aux troubles de la famille royale. Henri II, fils de François Ier et de Claude de France, épousa Catherine de Médicis, issue d'une autre famille qui pratiquait des mariages stratégiques avec des proches pour maintenir la cohésion des lignées nobles. Leurs enfants, élevés dans un contexte de tensions religieuses et politiques, furent marqués par les troubles de succession, d'autant que les Valois souffraient d'une santé fragile et de faiblesses physiques dues en partie à la consanguinité de leurs parents. François II, leur propre fils, monta sur le trône mais mourut rapidement, probablement affecté par une constitution affaiblie. Son frère, Charles IX, qui lui succéda, devint tristement célèbre pour son rôle dans le massacre de la Saint-Barthélemy, un massacre de protestants que beaucoup attribuent à la manipulation et aux peurs qui entouraient la famille royale. La santé mentale de Charles IX, affectée par le poids des responsabilités et des influences maternelles de Catherine de Médicis, s'effrita peu à peu, le rendant instable et enclin à des crises de colère violentes. Sa propre paranoïa et son tempérament fragile reflétaient l'instabilité qui marquait cette branche des Valois. La superstition entourant les membres de la famille des Valois allait de pair avec la consanguinité, car beaucoup de leurs sujets voyaient dans les maladies mentales et les morts précoces des signes d'une malédiction divine sur cette lignée royale. Les Valois, perçus comme maudits, se retrouvèrent souvent sous l'emprise de conseillers religieux et astrologues qui tentaient d'interpréter leurs maux physiques et mentaux comme des manifestations de la colère de Dieu ou des présages funestes. Cette croyance en une malédiction contribua à miner leur légitimité et la confiance du peuple en la monarchie, affaiblissant davantage l'autorité des Valois face aux crises religieuses qui déchiraient le pays. Le dernier roi des Valois, Henri III, frère de Charles IX, illustre le point culminant de cette instabilité familiale. Lui-même impliqué dans des querelles religieuses et des guerres civiles contre les factions protestantes, Charles III fut accusé d'impiété et de faiblesse, certains voyant dans sa politique hésitante les signes d'une lignée dégénérescente. Henri III, n'ayant pas de fils pour lui succéder, adopta une approche mystique, multipliant les pèlerinages et s'entourant de confidents qui l'encourageaient dans des pratiques de dévotion extrêmes. Les tensions religieuses s'aggravèrent et Henri III fut finalement assassiné par un fanatique religieux en 1589, marquant la fin des Valois et ouvrant la voie à la dynastie des Bourbons. La dynastie des Habsbourg, l'une des plus puissantes et influentes d'Europe, a marqué l'histoire pendant plusieurs siècles, régnant sur un vaste empire allant de l'Espagne au territoire du Saint-Empire romain germanique jusqu'à l'Autriche et la Hongrie. Mais la branche autrichienne des Habsbourg finit par s'effondrer, fragilisée par des siècles de mariages consanguins destinés à conserver le pouvoir au sein de la famille. Ces unions entre parents proches, fréquentes dans les dynasties royales, pour éviter de diluer le patrimoine, entraînèrent des anomalies génétiques de plus en plus marquées chez les descendants, compromettant la santé physique et mentale des membres de la famille. Les derniers Habsbourg d'Autriche tentèrent d'introduire du sang neuf pour redresser la situation, mais cette décision arriva trop tard pour sauver la lignée d'un déclin inévitable. La consanguinité au sein des Habsbourg autrichiens remonte au Moyen Âge et atteint son paroxysme à l'époque moderne.
Afin de préserver leur empire et d'éviter des querelles de succession, les Habsbourg se marièrent entre cousins, oncles et nièces, ou même entre neveux et tantes, renforçant les liens de sang et consolidant leurs alliances politiques. Cette pratique, bien que courante parmi les familles royales, eut des conséquences dramatiques pour les Habsbourg en raison de la répétition et de l'intensité de ces mariages consanguins. Les anomalies génétiques, notamment la célèbre mâchoire des Habsbourg, devinrent un trait physique caractéristique de la famille. Cette proéminence mandibulaire, également connue sous le nom de progénie, résultait de la consanguinité et devint si extrême chez certains membres de la famille qu'elle affecta leur capacité à mâcher et à parler correctement. Ces conséquences résultaient, comme on l'a vu, de siècles de consanguinité qui avaient fragilisé la branche espagnole des Habsbourg, un sort qui commençait aussi à toucher la branche autrichienne. Et c'est ainsi que les Habsbourg d'Autriche furent confrontés à des signes similaires de déclin dans leur propre lignée. L'archiduchesse Marie-Thérèse, fille de l'empereur Charles VI, épousa son cousin François-Étienne de Lorraine, renforçant une fois de plus la consanguinité au sein de la dynastie. Bien qu'elle ait eu 16 enfants, plusieurs d'entre eux souffraient de problèmes de santé divers et plusieurs moururent prématurément. Ce schéma de faiblesse physique et de santé fragile commença à inquiéter la cour impériale et certains conseillers s'interrogèrent sur la pertinence de ces alliances matrimoniales qui semblaient condamner la lignée à la dégénérescence. La génération suivante fut marquée par des tentatives de rompre avec cette tradition pour revitaliser la lignée. Les mariages d'enfants de Marie-Thérèse, notamment celui de Marie-Antoinette avec le futur roi de France Louis XVI, visait à introduire de nouveaux gènes dans la famille et à renforcer des alliances internationales en dehors du cercle habituel des Habsbourg. Cependant, l'héritage génétique des Habsbourg d'Autriche restait présent et les effets de la consanguinité ne s'effacèrent pas si facilement. Même l'empereur François-Joseph, qui monta sur le trône en 1848, montra des signes de cette santé fragile qui continuait à hanter les descendants de la dynastie. François-Joseph, conscient des risques de la consanguinité, se montra prudent dans le choix des unions pour les générations suivantes, cherchant des alliances avec des familles non liées par le sang à la lignée des Habsbourg. Malgré ses efforts pour atténuer les effets de la consanguinité, les derniers membres de la dynastie autrichienne continuèrent à souffrir de troubles physiques et mentaux qui affaiblirent leur capacité à gouverner. L'archiduc Rodolphe, fils de François-Joseph et héritier du trône, en est un exemple tragique. Affecté par une dépression et des troubles nerveux, il se suicida en 1889 dans un drame célèbre connu sous le nom de scandale de Mayerling. Ce geste tragique priva l'Empire d'un héritier direct et plongea la dynastie dans une crise de succession. L'incident de Mayerling ne fut pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une illustration des effets persistants de la consanguinité sur la stabilité des Habsbourg. À la fin du XIXe siècle, la branche autrichienne des Habsbourg tenta désespérément de trouver des alliances en dehors de leur cercle habituel pour préserver leur dynastie. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône après la mort de Rodolphe, chercha à introduire davantage de sang neuf en épousant Sophie Chotek, une comtesse issue de la petite noblesse et non liée aux Habsbourg par des liens de consanguinité. Ce mariage, bien que morganatique, ne conférant pas de droit de succession à leurs enfants, symbolisait une rupture avec la tradition consanguine de la dynastie, un effort pour revitaliser la lignée et éloigner le spectre de la dégénérescence. Cependant, cette tentative d'introduire du sang neuf arriva trop tard pour sauver la famille des Habsbourg de son déclin, car la Première Guerre mondiale allait bientôt bouleverser l'Europe et provoquer la fin de la monarchie en Autriche. L'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo en 1914 par un nationaliste serbe précipita le début de la Première Guerre mondiale, un conflit qui allait entraîner la chute de plusieurs grandes dynasties européennes, y compris celle des Habsbourg. Après la défaite des empires centraux en 1918, l'empire austro-hongrois se désintégra et le dernier empereur, Charles Ier, fut contraint d'abdiquer, mettant ainsi fin à une dynastie qui avait régné pendant des siècles. Charles Ier, bien qu'il ait lui aussi tenté de revitaliser la lignée en choisissant une épouse de sang non consanguin, Zita de Bourbon-Parme, n'avait pu éviter les conséquences d'une histoire familiale marquée par des siècles de mariages intrafamiliaux et de fragilité génétique. À l'époque des grandes dynasties européennes comme les Habsbourg, les Valois ou les Bourbons, les connaissances médicales sur les maladies génétiques et les effets de la consanguinité étaient extrêmement limitées. Les médecins royaux, bien qu'ils fussent parmi les plus instruits de leur temps,
manquaient d'outils pour comprendre l'impact des mariages consanguins répétés sur la santé des souverains. Les maladies génétiques étaient souvent mal diagnostiquées et attribuées à des causes mystiques, des déséquilibres des humeurs ou des influences astrales. Faute de savoir scientifique, les médecins ne pouvaient que constater les effets délétères de la consanguinité sans en percevoir l'origine véritable. Cette ignorance façonna la manière dont les familles royales gérèrent la santé de leurs membres, engendrant parfois des décisions politiques et personnelles hasardeuses. Les médecins de cour étaient des figures de confiance, appelés à intervenir dès les premiers signes de faiblesse ou d'instabilité chez un membre de la famille royale. Cependant, les causes sous-jacentes des maux génétiques leur échappaient complètement. Pour ces médecins, la santé dépendait encore de l'équilibre des 4 humeurs, le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme, et toute maladie était vue comme un déséquilibre entre elles. Lorsqu'un souverain montrait des signes de dégénérescence physique ou mentale, comme la célèbre mâchoire proéminente des Habsbourg ou les crises de folie de Charles VI de France, les médecins tentaient des saignées, des purges et des régimes spéciaux dans l'espoir de rétablir l'équilibre des humeurs. Ces traitements, bien souvent inefficaces et parfois même nocifs, reflétaient le manque de connaissances et de compréhension de la génétique. Les anomalies physiques et mentales, comme celles observées chez les Habsbourg ou chez Charles II d'Espagne, étaient fréquemment attribuées à des causes mystiques ou surnaturelles. Charles II, par exemple, souffrait de multiples malformations physiques et d'une grande faiblesse, des symptômes typiques de consanguinité aggravée. Toutefois, pour les médecins de l'époque, ces signes furent perçus comme les marques d'une malédiction ou d'un ensorcellement, d'où son surnom de l'ensorcelé. Incapables de comprendre les mécanismes génétiques en jeu, les médecins cherchèrent souvent des explications dans des théories mystiques, et les souverains se tournaient parfois vers des exorcistes ou des astrologues pour tenter de déjouer cette malédiction. Les tentatives de soigner ces troubles par des rites de purification ou des prières montrent à quel point la médecine était encore influencée par les superstitions et les croyances occultes. En outre, certains médecins royaux étaient influencés par l'astrologie, une discipline encore respectée dans les milieux scientifiques de l'époque. Les alignements planétaires et les signes astrologiques étaient consultés avant les naissances royales et on interprétait parfois des anomalies physiques comme des manifestations d'influences astrologiques négatives. Ainsi, les faiblesses de Charles VI de France ou de Charles II d'Espagne pouvaient être perçues comme des destins inévitables dictés par leur horoscope. Dans certains cas, les médecins tentaient de contrecarrer ces influences célestes par des talismans ou des rites protecteurs en parallèle des traitements physiques, espérant que l'harmonie céleste pourrait aider à la guérison. Les superstitions dominantes affectaient aussi la gestion de ces problèmes de santé. Parfois, des rituels religieux étaient pratiqués pour purifier le souverain ou pour obtenir la protection divine contre les effets perçus de la consanguinité. Dans le cas de Charles VI de France, dont la folie déstabilisa le royaume, des processions religieuses et des prières étaient organisées pour conjurer ce qui était vu comme une manifestation de la colère divine. Même les médecins participaient à ces rites de dévotion, certains étant convaincus que la maladie de Charles pouvait être un châtiment divin lié aux erreurs politiques ou personnelles des rois précédents. La religion omniprésente à l'époque influençait aussi les décisions médicales. Les médecins hésitaient à pratiquer certaines interventions de peur d'offenser Dieu ou de causer un péché. Vers la fin de l'Ancien Régime, les médecins commencèrent à se tourner vers des théories plus rationnelles, influencées par les Lumières, mais les bases de la génétique demeuraient largement inconnues. Les mariages consanguins furent donc poursuivis sans grande opposition au sein des dynasties royales, malgré les signes visibles de dégénérescence. Les cas de dégénérescence physique ou mentale restaient perçus comme des singularités, non comme le résultat de mariages répétés entre membres d'une même famille. En l'absence de connaissances génétiques, les Habsbourg, les Valois et les autres grandes familles européennes continuèrent à consolider leur pouvoir par des mariages intrafamiliaux, souvent au prix de la santé des générations futures. La prise de conscience des dangers de la consanguinité ne s'opéra finalement qu'au XIXe siècle, lorsque les premières théories sur l'hérédité et les gènes verront le jour. Avant cela, les médecins guidés par des théories anciennes et des superstitions luttaient en vain pour comprendre et traiter les troubles génétiques, ignorant les véritables causes de la dégénérescence physique et mentale de leurs illustres patients royaux. Ce qui fait qu'au final, le poids de la consanguinité devait continuer à peser sur les dynasties européennes jusqu'au début du XXe siècle. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Avant de nous quitter, une dernière anecdote concernant la reine Victoria du Royaume-Uni, qui, bien que soucieuse de préserver la puissance de sa dynastie, eut plusieurs enfants mariés à des membres de familles royales européennes, consolidant ainsi
un réseau de consanguinité à travers le continent. L'un de ses enfants, le prince Arthur, souffrait de troubles mentaux, ce qui a été attribué en partie au mariage consanguin dans la famille royale européenne. La reine Victoria, consciente de cette situation, chercha à briser ce cycle en encourageant des mariages hors de la famille royale. Mais il était déjà trop tard, car les effets de ces unions continuèrent à se faire sentir pour plusieurs générations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant un don via Tipeee ou bien à devenir membre soutien. Encore merci de votre attention et à très bientôt.